Bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation qui s'appelle Mobilité durable, rendre Victoriaville plus convivial. Je m'appelle Marc-André Bernard, je suis avec mon collègue Jean-Christophe Weinbourg. Et pour les questions à la fin, on va être rejoint par nos deux coéquipières, Emmanuel Michaud-Champagne et Yvette Ishimo. Donc, brève introduction. La ville de Victoriaville travaille depuis 2016 sur son PMD, son plan de mobilité durable. Plusieurs constats en ressortent, notamment que la ville est assez dépendante de la voiture. En fait, 91% des déplacements travail-domicile se font dans ce mode de transport-là. On remarque également que la ville a une volonté de développer la mobilité en dehors de l'auto-solo, de prendre un virage qui est beaucoup plus durable, du plan de mobilité durable. Qu'est-ce que la mobilité durable? Dans le fond, un système de transport durable, c'est un système qui, entre autres, permet aux individus et aux sociétés de satisfaire leurs principaux besoins d'accès d'une manière sécuritaire et compatible avec la santé des humains et des écosystèmes avec une équité. Donc, brève conceptualisation de comment on s'est rendu à définir nos objectifs de travail. Tout commence avec un outil qui s'appelle le PMUD, le Plan de mobilité urbain durable, qui est un outil qui a été développé en Europe pour analyser des plans de mobilité au niveau de leur durabilité. Une des recommandations du PMUD, c'est de procéder à des analyses qui sont externes au plan de mobilité. Dans le fond, c'est de développer des points de vue, d'autres points de vue, des points de vue extérieurs. Avec nos objectifs, en fonction de cet aspect de la démarche du PMUD-là, certaines discussions qu'on a eues avec la Ville, c'est donc d'établir un portrait qui est complémentaire de l'analyse de la mobilité afin de proposer ultimement des mesures d'aménagement urbain en conséquent. Pour atteindre nos objectifs, on a utilisé une approche qui est basée sur l'analyse des infrastructures piétonnes, sur l'analyse de la perception de la sécurité, selon le mode et selon l'endroit. Le premier outil qu'on a utilisé pour faire ça, ça s'appelle un audit de potentiel piétonnier. Dans le fond, c'est un outil d'évaluation des infrastructures. C'est basé sur les formulaires des audits de potentiel piétonnier actif sécuritaire du directeur de santé publique de Montréal. Dans le fond, on les a utilisés selon deux vocations. La première, c'était de nous permettre d'expérimenter la rue du point de vue du piéton et d'établir à partir de critères déterminés les éléments améliorés d'un secteur. Deuxième utilité, c'était d'être en mesure de créer une méthode de mise en œuvre et d'analyse qu'on pourrait dire adaptée pour tous. En effet, pour faire les audits, on a eu l'aide du professeur Jean-François Léonard et de ses étudiants en géographie du Cégep de Victoriaville. Dans le fond, notre objectif avec eux, c'était de voir comment des non-spécialistes étaient en mesure d'utiliser les outils et si les résultats qui allaient en ressortir allaient être valides. C'est pourquoi, quand on a fait nos audits, on a divisé ça en deux phases. La première phase, c'est un peu pour roder le système, tester nos formulaires, voir s'il y avait des améliorations à faire, en plus justement d'arriver à la deuxième phase, qui est une version améliorée, plus accessible, plus vulgarisée. Comment ça marche des audits de potentiel piétonnier? Dans le fond, c'est deux formulaires. Un formulaire qui se fait pour le tronçon de la rue et l'autre qui se fait pour l'intersection. Dans le fond, chaque formulaire est composé de catégories, comme par exemple les fonctions urbaines, la qualité de la voie piétonne, etc. Les notes positives ou négatives sont ici attribuées à chacune des composantes de ces catégories-là en fonction de leur impact sur l'expérience du piéton. Par exemple, les traverses piétonnières, positif, plus de points. Les stationnements, négatif, moins de points. Une fois que la somme des notes est calculée, on procède à une analyse qui s'appelle par moyenne emboîtée, c'est-à-dire qu'à partir de la moyenne de tous les audits, on dégage la moyenne des valeurs fortes et la moyenne des valeurs faibles. À partir des valeurs fortes, on crée une sorte de standard à partir duquel on peut comparer les autres audits. Il en résulte une évaluation qui est dite relative, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas tant de trouver les endroits problématiques à proprement parler, mais d'établir une sorte de priorité d'intervention parmi ceux évalués en les comparant entre eux. Pour l'analyse et les résultats, les audits nous ont permis d'identifier plusieurs problématiques, dont les plus importantes sont notamment l'absence de mesures d'apaisement de circulation, il y a trop d'entrées charretières le long des trottoirs, les lignes d'arrêt sont souvent absentes, effacées ou bien encore mal indiquées par des panneaux, des espaces tampons qui sont trop peu présents, ou bien des limites de vitesse que lorsqu'on les regarde du point de vue du transport actif sont souvent trop élevées. Comme vous pouvez voir sur ce tableau, ça ressemble un peu à ça nos analyses, les graphiques qu'on a fait. On peut voir en bleu au centre, ça représente la moyenne de tous les audits par rapport aux 5 catégories qu'on a faites, et en orange, c'est la moyenne forte, c'est-à-dire c'est la somme de tous les audits au-dessus de cette moyenne qui crée une nouvelle moyenne, et ça crée notre point de référence pour comparer les autres audits. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces audits-là? On a dressé une carte pour essayer d'identifier des secteurs qui sont problématiques. Sur la carte, on peut voir donc tous les audits qu'on a faits. On en a fait 21 personnellement. Les lignes, c'est les tronçons, les cercles, c'est l'intersection. La couleur foncée, ça indique une zone qui a un pointage plus faible et vice-versa. Au niveau des intersections améliorées, on peut voir qu'elles sont réparties un peu partout dans la ville, qui est vraiment plus difficile de pointer un secteur en particulier. Par contre, pour les tronçons, on peut voir que ceux qui sont associés à une meilleure expérience piétonne
soient généralement proches du centre-ville. On peut d'ailleurs noter que justement le centre-ville a subi une attention particulière de la part de la ville ces dernières années, fait qu'on peut voir que les efforts de la ville portent fruit. Inversement, les secteurs les moins accueillants pour le transport actif se situent en grande partie le long des boulevards de la ville, comme le boulevard Bois-Franc ou la baie, qui ont surtout des objectifs de mobilité en termes de fluidité des transports motorisés. Pour mieux illustrer le principe, on a deux images. À droite, on a le boulevard des Bois-Francs Sud, donc il faut qu'il y ait une note plutôt basse. On peut remarquer que pour un piéton, le boulevard est très large, il est rempli d'entrées charretières, pas grand aménagement urbain, basé à une échelle surtout non humaine, beaucoup de stationnement, des grandes surfaces, pas de résidence à proximité. Inversement, juste à côté, on a Notre-Dame qui a été aménagée en 2015, ça a des larges trottoirs, des passages piétons qui sont visibles, du mobilier urbain, tout ça. Dans le fond, l'environnement est plus convivial et attirant pour le piéton. Je dis bien pour le piéton, parce qu'on peut constater qu'il n'y a pas de piste cyclable, ce qui est vraiment le point le plus négatif qui est accordé à Notre-Dame-Est. Comment ça se traduit, dans le fond, dans nos analyses? On peut voir que Bois des Bois-Francs-Sud, au niveau des catégories, est nettement en dessous de la moyenne forte, c'est même assez problématique. Inversement, rue Notre-Dame est soit supérieure à la moyenne forte, égale, à l'exception de, comme je l'ai dit, les pistes cyclables, puisqu'il n'y en a pas, ça va apporter une notation plus basse. Sinon, pour entrer plus en détail dans certaines des problématiques, par exemple, les entrées charretières. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dénivellation de trottoirs permettant aux voitures de circuler entre la rue et une entrée de stationnement. Elles sont problématiques, pourquoi? Parce qu'elles représentent un obstacle pour les individus à mobilité réduite, des gens avec des cannes, chaises roulantes, des gens avec des poussettes, puis ils peuvent être surtout glissantes en hiver. Favorise également le passage de l'automobile au détriment du transport actif. Une solution, ce serait de créer des trottoirs dits traversants. C'est des trottoirs qui sont à la base plus bas qu'un trottoir normal pour ne pas empêcher les gens de bien y accéder, mais qui restent sur le même niveau sur toute leur longueur. Ceux-ci sont donc plus agréables à utiliser et peuvent ralentir les automobilistes qui y circulent dans la mesure où c'est la voiture qui rompt son mouvement pour monter sur le trottoir et non le piéton qui doit monter et descendre. Question, exemple, pour la circulation automobile. Les audits révèlent qu'il y a un manque de mesures d'apaisement de la circulation sur la majorité des tronçons qui ont été évalués. À ça, on va rajouter les résultats d'un sondage en ligne qu'on a fait, qu'on va vous parler dans quelques diapositives, qui démontre qu'il y a un certain sentiment d'insécurité dans Victoriaville qui est relié à la problématique de la vitesse. On pense que des éléments de modération pour inciter les gens à marcher davantage, puisque la sécurité s'en retrouverait améliorée. Les voitures seraient souvent portées à rouler moins vite, donc augmenter leur champ de vision, on pourrait plus facilement visualiser les piétons, les cyclistes. Par exemple, ici, on a ce qui s'appelle un étranglement. C'est un aménagement qui réduit la largeur de la rue à l'intersection. Donc, les voitures, les conducteurs vont être naturellement portés à ralentir puisque la rue devient plus étroite. C'est plus facile de visualiser ce qu'il y a autour. Puis les piétons, les cyclistes ont moins de temps de traverser. Donc, je vais vous passer la parole à mon collègue. Merci Marc-André. Ok, oui, je prends ça parce que je ne sais pas comment ça marche. Et voilà, ça va être correct. Donc, on m'entend bien? Oui, parfait. Donc, on va procéder maintenant à la prochaine partie, qui est le sondage et sa méthodologie. Donc, en quoi il consistait? Le sondage était une évaluation globale et subjective diffusée sur la page de Facebook de la ville de Victoriaville et par courriel aux étudiants du Cégep. Donc, on sait qu'on a près de 500 répondants au total au sondage, mais malheureusement, ça inclut aussi à la fois les répondants qui ne vivaient pas à Victoriaville. Donc, on avait des personnes qui vivent à Thetford Mines qui ont répondu au sondage. Et ça inclut aussi les personnes qui n'ont pas répondu dans l'entièreté au sondage. Donc, ils ont répondu peut-être aux 10 premières questions et après, ils ont décidé de faire autre chose. Donc, si on exclut ces personnes, ça fait environ au total 280 personnes qui ont répondu au sondage. C'est peut-être la moitié moins, mais ça reste quand même significatif. Aussi, on a remarqué, si vous pouvez regarder sur le graphique juste à côté, à la droite, c'est un graphique qui affiche la répartition des groupes d'âge. Donc, on est capable de remarquer qu'on a une surreprésentation des jeunes de 18 à 22 ans. Pourquoi? C'est parce qu'on a fait affaire avec le Cégep de la ville de Victoriaville. Donc, on s'attendait à un nombre surélevé des étudiants. Donc, on dépasse le 30%, comme on peut voir ici. Donc, les deux thématiques du sondage, en quoi elles consistent. La première, c'est l'utilisation des modes de transport, surtout actifs et durables. Et la seconde, c'est la perception de la sécurité. Quant aux objectifs, le premier est d'identifier des liens entre aménagement et comportement, et le second, identifier des hot et cold spots nécessitant une attention particulière. Donc, une fois le sondage fait, on avait reçu les données, il fallait faire une analyse. On a décidé de procéder à deux différents types d'analyses. La première, c'était l'analyse statistique qui a été faite grâce au logiciel Stata et aussi en partie Excel. Donc, il permettait de déterminer des possibles corrélations entre comportement, aménagement et perception. Alors que l'analyse spatiale s'est faite avec un autre logiciel.
et qui s'appelle SATSCAN. Donc, il permettait l'identification de clusters, c'est les regroupements qu'on peut voir sur la figure ici à droite, selon les codes postaux et les réponses. Il permet aussi d'associer un territoire avec une perspective relative à la sécurité. Donc, considérant l'année spatiale, on va aborder ça rapidement. Donc, ça s'est fait à partir du logiciel qui s'appelle SATSCAN. Donc, juste vous dire, vous reconnaissez sa ville de Victoriaville. Donc, plus le rouge est foncé, plus le risque relatif de trouver qu'il y a une problématique perçue reliée à la vitesse est élevé. Donc, et inversement, on peut dire l'opposé. Donc, plus le vert est foncé, plus le risque relatif de trouver qu'il n'y a pas de problématique perçue reliée à la vitesse est élevé. Donc, ce qui est intéressant, c'est si on regarde un cluster, par exemple, juste ici, on est capable de remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui signalent que la vitesse est assez élevée dans ce coin. Donc, c'est une problématique et ça correspond au quartier industriel de Victoriaville. Donc, on sait que dans ce secteur-là, il y aura des aménagements à faire. Alors, comparativement au secteur vert, c'est les secteurs qui sont situés en banlieue, il y a moins de circulation, il y a aussi moins de problématiques. Donc, ce que j'ai fait, c'était l'analyse spatiale. L'analyse des statistiques, elle nous dit deux choses. La première, c'est qu'il existe une problématique majeure concernant la vitesse à Victoriaville. Donc, 45% des répondants du sondage ont affirmé qu'ils ne se sentaient pas en sécurité à cause de la vitesse des automobilistes. Et avec nos analyses Stata, on a pu déterminer que les 2/3 des cyclistes ressentaient cette même problématique. Donc, c'est quand même assez significatif. Aussi, si vous regardez le graphique qui se trouve juste ici, qui affiche la probabilité de décès en fonction de la vitesse d'impact, on constate que plus la vitesse est élevée, plus les chances de survivre en cas d'accident sont réduites. Donc, d'après notre sondage, on a aussi déterminé que 89% des répondants sont prêts à réduire leur vitesse à 40 km/h afin d'augmenter les chances de survie en cas d'accident. Et deuxième point qu'on a réussi à voir avec notre sondage, c'est qu'il existe un potentiel d'aménagement qui pourrait encourager des changements de comportement. Par exemple, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'ils ne voudraient pas faire du vélo parce qu'ils ont peur de se faire voler leur vélo. Et avec l'analyse Stata, on a pu déterminer que c'était souvent les mêmes personnes qui disaient qu'il manquait d'infrastructures pour les vélos. Donc, on pourrait faire un lien et dire si on faisait des infrastructures pour les vélos, ça encouragerait des personnes à utiliser le vélo. Donc, on dit installation de support à vélo, c'est un exemple. Donc, ajout d'infrastructures piétonnes, on a remarqué le même résultat et la même chose pour la création de pistes cyclables. Donc, pour les pistes cyclables, on avait une question dans notre sondage qui visait à évaluer la perception de la sécurité en fonction des différents types d'aménagements. Donc, les petits différents types d'aménagements, je ne vais pas les énumérer, mais vous pouvez les voir en bas, leurs noms sont juste ici. Et nous, on a remarqué qu'on a une évolution progressive de la sécurité au fur et à mesure que l'aménagement devient plus sécuritaire. On a deux changements de phase et où la perception de la sécurité va augmenter de manière assez significative. Le premier, c'est lorsqu'on opte par une zone de séparation par tampon par rapport à l'aménagement précédent qui était une bande cyclable en bordure d'une route. Ce qui est intéressant, c'est que les bandes cyclables en bordure d'une route, c'est très souvent l'aménagement qu'on trouve à Victoriaville. Et la deuxième séparation, c'était une séparation par barrière physique où on remarque quand même, ça devient assez significatif, la perception de la sécurité. Donc, ce qu'on propose, c'est au court terme, d'opter par des séparations par zone tampon et au long terme, opter pour une séparation par barrière physique afin d'encourager la mobilité durable. Donc, voici notre concept très rapidement. Ça, c'est la situation actuelle sur le boulevard des Bois-Francs, direction du Vieil-Arthabasca. On voit que ce n'est pas très convivial pour les vélos. On propose d'aménager des pistes cyclables et de faire, pour encourager la perception de la sécurité, faire comme au long terme, avoir une séparation par barrière physique. Donc, on vous a fait part de nos recommandations, nos suggestions. On en a quelques petites autres supplémentaires. La première, ce serait de faire une campagne de sensibilisation auprès des jeunes hommes. Pourquoi les jeunes hommes? Je vous ai dit tout à l'heure que 89% des gens étaient prêts à réduire leur vitesse à 40 km/h pour augmenter les chances de survie en cas d'accident. Donc, il reste 11 personnes qui ne sont pas prêtes à le faire. Et notre sondage disait que c'était malheureusement des hommes de 18 à 27 ans. Donc, si on ferait une campagne de sensibilisation parallèlement aux aménagements, on aurait plus de résultats. Et le dernier point, ce serait de créer un partenariat entre le Cégep et la ville de Victoriaville. Comme on l'a dit mon collègue plus tôt, on a eu l'aide de M. Jean-François Léonard et ses étudiants pour faire des audits. On a peut-être seulement évalué 5% de la ville de Victoriaville. Donc, il reste encore beaucoup de secteurs clés qui sont intéressants d'évaluer. Et créer un lien entre la ville et le Cégep permettrait de le faire et d'encourager aussi la participation publique. Donc, ça conclut notre présentation. On va faire le changement. Tiens, on va commencer avec un commentaire du web. Il y a un certain Claude Lavoie qui dit que
En fait, c'est pas son domaine, mais il trouve que les analyses que vous avez faites sont très raffinées, puis il vous félicite. Et après ça, il faut quand même une question. On a ici, en fait, une question qui est, c'était quoi les critères de sélection pour les tronçons puis les traverses à évaluer avec l'Audi? Ça a changé selon la phase. La première phase qu'on avait faite, dans le fond, c'était à la fin de session des étudiants du cégep, fait qu'on s'est dit, on va faire des trucs qui sont proches des autres, là. On peut tester ça. Pour la deuxième phase, où c'était plus ancré dans le béton, puis des choses comme ça, on a utilisé les centralités qui sont fournies dont on a parlé tantôt avec notre équipe, pour essayer d'identifier des endroits où il y avait un fort potentiel piétonnier, où il y avait une présence d'institutions, ou ben non, que c'était un boulevard qui était assez passant. Pas nécessairement le cégep, mais on a pris rue Notre-Dame, boulevard Labbé, rue de l'Aqueduc, tout ça. Des endroits où on savait qu'il y avait soit des institutions, soit une densité de population, soit une grande fréquentation du lieu. On va voir si les endroits où les gens avaient le potentiel d'aller étaient conviviales pour les piétons et un peu les cyclistes. Oui, très belle présentation. J'ai beaucoup aimé votre analyse, c'est fort intéressant. J'avais quand même une petite question. Dans votre questionnaire, avez-vous essayé d'évaluer le contexte hivernal? Comment c'est perçu à Victoriaville pour les cyclistes, par exemple, ou avez-vous exploré cette dimension-là? Oui, on l'a fait dans le sondage. Malheureusement, c'était pas la grande, je crois, de mémoire, je crois qu'il y avait peut-être 8% seulement des cyclistes qui osaient dire qu'ils allaient faire du vélo l'hiver. Et on essaie de regarder est-ce qu'il y avait des choses à faire. Et je pense que c'est, peu importe ce qu'on ferait, même les aménagements possibles, ça serait pas possible de les faire changer d'idée. À moins qu'on change l'hiver et qu'il n'y en ait plus, mais sinon... Mais on avait posé aussi une question sur si les gens étaient satisfaits du déneigement à Victoriaville, puis oui, en grande majorité, les gens étaient satisfaits, donc de ce point de vue-là. C'est à moi? Ben moi, j'avais une question. Je me demandais, quand vous avez fait l'analyse de StatCan, vous avez fait ça avec les données de sondage. Vous avez demandé le code postal des gens. Fait que dans le fond, le risque relatif, c'est la personne où elle habite. Elle a plus de chances d'avoir un sentiment d'insécurité, mais c'est pas par rapport à sa localisation, parce qu'on sait pas où est-ce qu'elle va travailler, où est-ce qu'elle va marcher, où est-ce que, tu sais, elle, peut-être que dans son quartier, elle se sent bien, mais que quand on va dans le centre-ville, elle se sent pas bien. Fait que est-ce que, dans le fond, vous avez pris ça en considération ou? Ça dépend des questions. Par exemple, pour celle que j'ai montrée au niveau de la vitesse, la question c'était, trouvez-vous qu'il y a une problématique reliée à la vitesse dans votre quartier? Donc, certaines questions, c'est sûr, on demandait la perception de la sécurité en vélo, c'est de manière générale. Mais pour ce qui est, on demandait au niveau de la courtoisie, au niveau de la vitesse. Je peux pas répondre. Je trouve ça intéressant, les aménagements vélo que vous proposez, parce que moi, je me dis, si on a un problème de vitesse puis de perception, que ça va trop vite, si on sépare les vélos de la chaussée, ça veut dire qu'on encourage plus la mobilité directe des autos. Si on sépare complètement le vélo, on met rien pour faire un obstacle aux autos, là. Donc, est-ce que ça peut être un aménagement qui peut être contre-productif de faire une chaussée complètement séparée d'une route puis que tu ne touches pas à la route? Donc, les vélos devraient ralentir les voitures. Oui, en quelque sorte. Moi, je me dis, les bandes cyclables pourraient ralentir parce que tu ramincis, puis ça fait que les chars, ben, ils ont moins de... C'est plus étroit pour passer, là. Non? Ah ouais, réponds, Wayne, réponds. Oui, c'est une bonne question dans le sens que, oui, si les modes sont séparés, les personnes ont une perception qu'ils n'ont pas besoin de faire attention, les autres. Ouais. Je pense que c'est ça. Avec le management qui a suggéré, c'est une réduction de la largeur des voies. Donc, dans ce sens, il peut ralentir